La mère du Connecticut, accusée d'avoir empoisonné le vin de son mari séparé avec de l'antigel, va sortir de prison. Comprenez-vous ces exigences? Oui, je comprends. Kristen Hogan paie une caution fixée à $1 million. Nous l'avons appris jeudi en audience. D'accord, cette affaire n'est pas ce qu'elle semble. Ses avocats de la défense contestent les allégations selon lesquelles non seulement Hogan aurait tenté de tuer son mari séparé, mais qu'elle aurait également admis avoir mis le poison dans la bouteille de vin dont il a bu. Nous évoquerons le lieu unique où elle ira après sa sortie de prison et suivrons l'affaire couverte par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Eh bien, nous avons appris aujourd'hui que Kristen Hogan pourra vivre avec sa famille pendant que son procès pour tentative de meurtre suit son cours. Vidéo de Kristen Hogan, 33 ans, maire du Connecticut, entrant aujourd'hui dans la salle d'audience à Danbury, près de la frontière de New York. C'est dans la partie ouest de l'État. C'est la première fois que nos caméras voient Kristen Hogan depuis son arrestation pour avoir prétendument tenté de tuer son ex-mari en empoisonnant son vin avec un ingrédient d'antigel. Voici sa photo d'identité judiciaire. Arrêtée le 3 octobre, elle faisait l'objet d'une enquête de la police du Connecticut depuis début août. Nous reparlerons bientôt de l'endroit où elle va. La caution a été fixée à $1 million. Ses avocats affirment qu'elle verse 10% en espèces pour quitter la prison. Nous parlerons aussi un peu de ce que ses avocats ont dit à propos des accusations qui semblent assez solides selon les documents d'arrestation que nous avons. Voici le contexte. Hogan mène une dure bataille pour la garde de son enfant contre son mari séparé. Ils ont un enfant. Hogan a dit à la police qu'ils se sont séparés au printemps. La situation est très grave. Un exemple qu'elle a donné est que son mari, dont elle est séparée, aurait fait remorquer sa voiture simplement parce qu'elle était à son nom. Elle a également quitté la maison qu'ils partageaient et elle vivait chez ses parents. Voici la chronologie des événements qui nous ont menés jusqu'à aujourd'hui et franchement au-delà. Le 5 août, c'est vraiment là que tout commence car le mari séparé de Hogan a dit que ce jour-là, il avait de la famille à la maison et quelqu'un a apporté une bouteille de vin pour le dîner. Tout le monde a bu un peu, mais ils n'ont pas fini la bouteille et l'ont rangée. 2 jours plus tard, donc le 7 août, le mari séparé et Hogan devaient comparaître au tribunal parce que Hogan avait déposé une plainte. Hogan n'a pourtant pas assisté à l'audience. L'homme a déclaré qu'en attendant Hogan au palais de justice, il a reçu une alerte de son routeur Wi-Fi signalant que le téléphone de Hogan était apparemment chez lui. Il a précisé que Hogan avait toute liberté d'entrer dans la maison qu'ils avaient autrefois partagée ensemble. Maintenant, lorsque la victime présumée dans cette affaire est rentrée chez elle, Hogan n'était pas là. Quelques jours plus tard, le Dixou, le mari séparé, a mentionné qu'il restait un peu de vin non terminé du dîner précédent. Le lendemain à 6 heures, il s'est réveillé malade, a vomi puis est allé à l'hôpital. Son état semblait si grave que les médecins ont d'abord cru à un accident vasculaire cérébral en raison de ses difficultés d'élocution, selon la police du Connecticut. La police dit qu'ils ont testé cette bouteille de vin et qu'elle s'est révélée positive à des traces d'un ingrédient d'antigel. Mais cela aussi, et je vais vous en parler dans un instant, ce n'était pas la seule chose dans la maison qui aurait été testée positive à cet ingrédient potentiellement mortel. Alors, pendant que cette histoire se développait et que la police essayait de comprendre ce qui se passait, le 29 septembre, le mari séparé a appelé la police d'État du Connecticut qui enquêtait sur cette affaire. Et il a dit que l'enfant qu'il a avec Hogan était à l'hôpital. L'enfant présentait apparemment des symptômes similaires à ceux que le mari séparé avait eus en août. Hogan aurait dit aux travailleurs sociaux que son mari séparé pourrait empoisonner leur enfant. Sur la base de ces allégations, ce jour-là, le mari séparé a été évacué par la sécurité de l'hôpital. La police commence alors à parler à Hogan et elle leur a dit qu'elle croyait que son mari séparé empoisonnait leur enfant. Elle a aussi affirmé vivre à temps plein avec son mari séparé. Mais celui-ci a dit à la police du Connecticut que c'était faux. Elle avait cependant un accès complet à la maison. Hogan a ensuite dit à la police qu'elle n'était pas allée à cette audience au tribunal en août parce qu'elle était avec sa famille à Rhode Island. Même si, soit dit en passant, c'est elle qui avait déposé la plainte pour qu'ils aillent au tribunal. Rappelez-vous, c'était aussi le jour où le téléphone de Hogan était censé être dans cette maison. La police lui a alors dit ce qu'ils avaient trouvé dans son historique de recherche. Ils avaient réussi à obtenir son téléphone. Ils avaient pu examiner ce qu'elle avait recherché les jours autour de cet incident impliquant le vin et son mari séparé qui était allé à l'hôpital.
Ils disent que Hogan aurait recherché cyanure de potassium, ferricyanure de potassium, cyanure de citrate, thiocyanate de potassium et monoéthylène glycol. Le monoéthylène glycol, c'est ce pourquoi son mari séparé a été testé positif et ce que contenait la bouteille de vin d'après les analyses. De plus, elle aurait cherché combien de ces substances, je cite, pourraient vous tuer. Et elle a aussi cherché où l'on pouvait acheter ces substances. Et en plus de cela, elle a recherché plusieurs conversions de mesures, comme des kilogrammes en livres. Elle aurait également recherché, je cite, la peine pour ne pas comparaître à une audience au tribunal de sa propre initiative. Et cela s'est produit un jour avant que Hogan ne se présente pas à cette audience à laquelle son mari séparé était présent. Lorsque la police d'État a confronté Kristen Hogan à propos de son historique de recherche, Hogan aurait déclaré qu'elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Elle ignorait ce que ces produits chimiques étaient, mais a reconnu le mot cyanure grâce à la série Psych diffusée de 2006 à 2014. Hogan s'est alors souvenu, a-t-elle dit, qu'elle avait effectivement acheté du monoéthylène glycol en juillet et qu'elle l'avait acheté sur Amazon parce qu'elle en avait besoin comme produit de nettoyage pour un tapis chez sa mère. Ensuite, la police d'État a révélé encore plus d'éléments qu'elle avait en sa possession selon les documents du tribunal. Ils ont indiqué, selon les données Wi-Fi, qu'elle était dans la maison de son mari, séparée, et lui ont expliqué qu'il avait été hospitalisé à cause du même ingrédient qu'elle disait avoir utilisé pour nettoyer le tapis de sa mère. Et ensuite, il semble, selon ces documents du tribunal, que Kristen Hogan avoue en partie la vérité. Elle aurait déclaré à la police qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tuer son mari séparé, mais je cite, qu'elle voulait le rendre malade pour se venger de ses abus psychologiques. Maintenant, ses avocats contestent cette partie du rapport d'une certaine manière. Je vais vous montrer ce qu'ils ont dit. Hogan aurait ensuite admis ne pas avoir mesuré la quantité mise dans la bouteille de vin. Et lorsqu'on lui a demandé si le poison présumé avait été mis ailleurs, dans la maison, elle aurait répondu oui. Elle a dit l'avoir mis dans une bouteille de thé glacé. Elle affirme cependant qu'il n'y a aucun moyen que son enfant ou un autre enfant que son mari séparé a eu avec une autre femme ait pu consommer ce thé. Elle a affirmé que sa recherche sur la quantité de produits chimiques pouvant tuer avait en fait eu lieu après avoir appris que son mari séparé était à l'hôpital, et non avant. Hogan n'a pas été arrêtée. Elle est maintenant accusée de tentative de meurtre et elle fait également face à une accusation d'entrave à un officier. Tout cela nous a mené à aujourd'hui, quand Hogan est venue au tribunal avec ses avocats. Ils disent qu'elle verse 100 000 $ en espèces pour payer sa caution. Elle pourra aussi vivre en résidence surveillée chez ses grands-parents dans le Massachusetts. Ses avocats expliquent qu'elle doit vivre hors de l'État à cause d'une ordonnance du département des enfants et des familles l'empêchant de résider chez ses parents dans le Connecticut où elle vivait avant. Elle devra aussi porter un bracelet système de positionnement global et voir un agent de probation chaque semaine. Au tribunal aujourd'hui, nous avons aussi appris que Hogan subira une évaluation psychiatrique à l'hôpital avant de se rendre dans le Massachusetts à sa sortie de prison. Une ordonnance interdit aussi à Hogan de contacter 5 personnes. Hogan est représenté par 2 avocats à l'audience d'aujourd'hui. Voici leur déclaration aux médias devant le tribunal. Donc, brièvement, nous sommes reconnaissants que le tribunal ait accepté certaines de nos demandes pour permettre à Kristen de sortir aujourd'hui. Elle a hâte de voir sa famille dans le Massachusetts et de respecter les ordonnances du tribunal pendant notre enquête. Pouvez-vous dire quelque chose au sujet des allégations? Non, nous n'abordons pas les allégations pour l'instant car nous n'avons pas reçu les rapports de police. L'enquête vient de commencer. L'avertissement d'arrestation indique qu'elle aurait tenu des propos troublants. Êtes-vous inquiet sur la façon dont ces informations ont été obtenues? Nous allons tout examiner. Cette affaire n'est pas ce qu'elle semble. Il y a bien plus. Nous ne pouvons pas donner plus de détails pour l'instant. Ce que nous savons, c'est que Kristen est une mère aimante. Elle se soucie de ses enfants plus que tout et elle a hâte de faire avancer cette affaire et de la résoudre. Comment va-t-elle? Comment se sent-elle face à ces accusations portées contre elle? Nous n'allons pas parler de ça. Comment les affaires civiles et les affaires Cruva entrent-elles en jeu? Et il y a encore beaucoup d'éléments en mouvement ici. Nous n'allons pas entrer dans ces détails, mais pour l'instant, nous nous concentrons sur l'obtention des preuves, la découverte des éléments et surtout sur l'aide que nous pouvons lui apporter pour la défendre contre ces accusations. Et je veux que Ryan s'exprime sur les requêtes de préservation des preuves qui ont été faites aujourd'hui. Ce que Maître Sherman disait, nous devons obtenir les preuves. L'une des choses que vous avez probablement tous vues sur le mandat, c'est qu'il y avait des caméras. On a mentionné des caméras Ring Nest et d'autres modèles potentiels.
Nous avons demandé au tribunal de préserver ces données et d'ordonner à Amazon, Inc. et Google de les conserver. Encore une fois, nous verrons ce que cela révèle et aviserons ensuite, comme pour les autres preuves. Mais en tant qu'avocat de la défense, la déclaration « je ne voulais pas le tuer, je voulais juste faire une scène » est-elle préoccupante? Je veux dire, ce n'est qu'une allégation, d'accord? Nous devons voir les preuves. Le fait qu'un mandat contienne des accusations et allégations ne prouve pas qu'elles sont vraies. Il faut examiner les preuves. Pour en discuter, l'avocate de la défense et ex-procureur Safa Robinson-Ferrer est avec moi. Merci d'être sur Law and Crime. Est-il fréquent, lors d'une tentative de meurtre, avec une caution d'1 million de dollars, qu'un prévenu paie réellement et soit libéré? C'est très rare dans les affaires de meurtre ou de tentative de meurtre. On voit toujours une caution très élevée dans ces cas-là. Dans la plupart du temps, les personnes ne peuvent pas payer cette caution, sauf si elles viennent d'une famille aisée ou qu'elles aient une carrière leur permettant de se permettre ce genre de somme. Et je crois qu'elle a fixé à 10%, ce qui aurait fait qu'elle devait fournir environ 100 000 dollars en liquide pour pouvoir être libérée sous caution. Donc, cela dit, réussir à réunir 100 000 dollars en liquide et pouvoir payer une telle caution, c'est assez important. Ça me suggère qu'elle vient peut-être d'une famille aisée. Elle peut avoir un bon emploi ou avoir accès à une forme de financement qui lui aurait permis de déposer une somme aussi importante en liquide. La caution sert à garantir le retour de la prévenue au tribunal. Donc, le fait que la caution soit élevée, je pense qu'une partie de la raison est que vous voulez essayer de garder quelqu'un en détention pour qu'il ne sorte pas et ne récidive pas, ne fasse de mal à personne d'autre ou n'intimide aucun des témoins qui pourraient finalement témoigner contre lui. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on voit des cautions élevées, même si légalement, du moins ici à New York, cela ne devrait pas en être la raison. Mais vous voyez cela, et aussi pour garantir le retour au tribunal, parce qu'il s'agit d'accusations très graves et qu'elles pourraient potentiellement passer beaucoup de temps en prison, on veut s'assurer que la personne ne va pas simplement sortir et prendre la fuite. Et fixer une caution aussi élevée est assez courant, comme je l'ai dit, pour garantir ce retour. Parce que je pense qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui font face à des accusations comme elle et qui vont passer tout le temps nécessaire jusqu'à ce que leur affaire soit jugée en prison, sans avoir l'argent pour pouvoir payer une caution de 100 000 dollars. Quelle est la différence, comme l'a dit l'avocat, entre 10% en espèces et une caution avec garantie? Quelle est la distinction? Je ne connais pas bien la méthode des agents de caution, ce n'est pas mon domaine. Bien sûr. En résumé, le tribunal dit, d'accord, votre caution est de 100 000 dollars en espèces, 1 million en garantie. Ce que vous verrez souvent, c'est un certain pourcentage, généralement 10%, ce qui dans ce cas correspond à 100 000 dollars. Cette personne doit fournir cette somme en espèces au tribunal, au greffier, pour garantir le retour, ou s'il doit y avoir une sorte de caution ou de garantie, vous allez voir un agent de caution et vous versez un certain pourcentage. Parfois, des personnes mettent en garantie leur maison ou d'autres biens précieux pour permettre à quelqu'un d'obtenir une libération sous caution et de revenir au tribunal sans rester en détention. Elle va pouvoir partir. Et son avocat a dit que c'était unique. Le Connecticut est un petit État. Ce n'est pas comme au Texas ou en Californie, où les frontières d'État sont plus éloignées, mais elle pourra quitter l'État, aller dans le Massachusetts, vivre chez ses grands-parents et voir un agent de probation chaque semaine. Elle devra faire cela, puis aller à l'hôpital pour une évaluation de santé mentale. En examinant cette affaire, et bien sûr, si tout ce que la police allègue est vrai, je veux dire l'effort qui aurait été déployé pour tenter d'empoisonner cette bouteille de vin est vraiment stupéfiant. Mais la défense affirme que ce n'est pas ce que ça paraît. Comment un avocat de la défense, surtout en tenant compte du fait que selon la police, ils ont une sorte d'aveu selon lequel elle aurait mis cet antigel dans une bouteille de vin, comment aborde-t-on cela dans cette affaire? Oui, donc il y a beaucoup de choses en jeu ici. Nous avons les accusations en elles-mêmes où, vous savez, elle est accusée d'avoir tenté de tuer son mari ou partenaire séparé. Il se peut aussi qu'ils aient des requêtes devant le tribunal de la famille en cours et qu'il y ait des litiges dans le domaine du droit de la famille. Il se peut aussi qu'il y ait un aspect de santé mentale en jeu, ici également. Encore une fois, malheureusement, nous voyons des meurtres se produire dans la société dans laquelle nous vivons. Mais vous savez, qui voudrait simplement sortir et tuer quelqu'un?
Vous savez, il doit y avoir quelque chose, surtout si ce n'est pas pour se défendre ou pour une défense immédiate de soi-même. Nous devons examiner ce qui se passe réellement ici pour qu'une personne en vienne à soi-disant empoisonner son partenaire et s'il y a des facteurs de santé mentale en jeu. Vous savez, est-ce qu'il y avait une forme de violence domestique qui se produisait avant cet incident et dont elle aurait été la victime? Donc, tous ces éléments entrent en jeu. De plus, au moment où elle a eu des conversations avec les forces de l'ordre ou les enquêteurs, cela va être un point clé ici. Il semble qu'ils aient obtenu des aveux de sa part, mais la question de savoir si ces aveux ont été obtenus légalement sera un point que ses avocats devront examiner. S'il y a eu une quelconque coercition, si on lui a bien lu ses droits à Miranda, et si elle a renoncé sans équivoque à ses droits à Miranda et fait cette déclaration, possiblement en s'incriminant elle-même, ce sont tous des éléments que les avocats vont examiner et contester à mesure que l'affaire avancera vers le procès. Nous savons que la relation qu'elle semble avoir avec son mari séparé n'est pas bonne. Il a fait remorquer sa voiture, car elle était à son nom. Elle vit chez ses parents, lui à la maison. C'est difficile, surtout avec un enfant. Je ne sais pas s'il y a violence domestique, mais elle a dit qu'il était mentalement abusif. Donc, si vous avez cette relation, et je peux imaginer qu'un jury soit en partie compatissant face à cela, que cette relation toxique continue, vous auriez quand même, si cela est recevable, le fait qu'elle ait mis de l'antigel dans une bouteille de vin que n'importe qui pourrait consommer. Comment cela pourrait-il se passer? Oui, vous traversiez une période difficile avec votre mari séparé. Il y avait aussi des enfants à la maison. N'importe qui aurait pu venir boire ce vin si c'est vrai. Absolument. Et c'est justement ce qu'on appelle un élément défavorable pour la défense. Comment allez-vous surmonter l'obstacle du fait qu'elle aurait peut-être, ou prétendument, mis volontairement de l'antigel dans une bouteille de vin pour qu'il en boive? Vous savez, ce n'est pas comme si elle était en train d'être attaquée sur le moment et qu'elle devait se défendre ou qu'elle était justifiée de le faire. Comment pouvons-nous contourner ce fait défavorable en défense? Et c'est certainement un fait défavorable sur lequel l'accusation va se concentrer et vraiment insister alors qu'ils continuent à présenter leur dossier. Et c'est vraiment à ce moment-là que, vous savez, l'accusation va se lever devant le jury et dire qu'elle a intentionnellement tenté de tuer cette personne. Et comment formule-t-on l'intention? Eh bien, elle a fait A, B et C. Elle a pris le temps d'aller chercher de l'antigel. Peut-être qu'elle l'a acheté en magasin ou qu'elle l'avait dans le garage. À ce moment précis, elle l'a mis dans la bouteille de vin. Entre le premier et le deuxième jour, il l'a consommé puis est tombé malade. Il a finalement été hospitalisé. Des tests ont été effectués et cela a confirmé la présence d'antigel dans son organisme, ce qui confirmerait en outre que si l'on peut prouver son identité en tant que personne ayant fait cela, elle avait bien l'intention de tuer cet individu. En ce qui concerne son historique de recherche, parce que ça la semble assez accablant si c'est vrai, il semble qu'il y ait une recherche qui correspond précisément à tout ce que la police d'État du Connecticut dit avoir trouvé dans cette enquête. Et la partie qui m'a marqué, c'est quand elle a dit « je ne sais pas combien j'en ai mis là-dedans. Je ne sais même pas ce que sont ces produits chimiques ». Ensuite, elle cherche des conversions comme kilogrammes en livres et le ratio nécessaire pour certaines tâches. J'imagine que pour l'accusation, comment procédez-vous avec ces informations? Comment présenteriez-vous cela à un jury si l'affaire va jusque-là? Oui, absolument. Que vous soyez procureur ou avocate de la défense, mais surtout à l'accusation, il faut raconter une histoire au jury. Vous voulez planter un décor dans lequel il apparaît qu'il y avait, vous savez, cette relation entre ces deux personnes? Les choses ont mal tourné et c'est devenu très conflictuel entre les deux. Et à cause de ce conflit, de cette violence, de cette relation tumultueuse qu'elles avaient, il a commencé à y avoir des choses que cet accusé en particulier a commencé à faire pour essayer de se débarrasser de son partenaire, de son ex-partenaire, du père de son enfant. Et l'une des choses qu'elle avait faites était d'essayer de mettre au point un plan pour l'empoisonner. Et elle l'a fait de plusieurs façons. Elle a planifié tout cela. C'était prémédité. Comment le savons-nous? Eh bien, nous avons les relevés de son téléphone portable et je vais faire témoigner un témoin à la barre au sujet de ces relevés en les assignant à comparaître, en assignant l'historique, afin que, pendant que je raconte l'histoire au jury sur ce qui s'est passé, je leur montre une preuve physique de ces recherches. Maintenant, la défense va se lever et dire « Eh bien, vous ne pouvez pas prouver que c'était elle qui faisait réellement la recherche sur le téléphone à ce moment précis. »
Mais si nous avons son aveu disant « Eh bien, vous savez, regardez ça, je ne me rendais pas compte de combien ou de livres ou de X, Y et Z, vous savez, ça va être un fait difficile à accepter pour la défense. » Et je pense que ce qui arrive souvent, c'est que vous avez des gens qui veulent raconter leur version de l'histoire d'une manière qui prend une certaine responsabilité, mais parce qu'ils pensent que ce qu'ils disent à la police annulerait leur culpabilité pour une action criminelle, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Cela continue simplement de les incriminer et de perpétuer le récit selon lequel, oui, vous l'avez fait intentionnellement. Et ce sont les faits qui le prouvent. Donc, même sans connaître la quantité utilisée, vous estimez que ce n'est pas une tentative de meurtre si vous l'ignoriez. Eh bien, si, ça peut l'être. Pour le mari séparé, et il avait en fait une avocate qui est simplement apparue au tribunal, a dit qu'elle était là pour la victime, et c'est la seule déclaration qu'elle a faite. Je suppose comment cela fonctionne-t-il, et je sais que le parquet va poursuivre son épouse désormais séparée, mais de son point de vue à lui, est-ce que c'est comme une action civile? Je veux dire, il a un avocat. Quel rôle un avocat pour la victime jouerait-il dans une affaire comme celle-ci? Souvent, les avocats des victimes peuvent engager une action civile à la suite de cela. Vous savez, s'il a subi des dommages ou, vous savez, des diagnostics médicaux qui, à ce stade, résultent de cet acte qui aurait eu lieu, alors ils peuvent défendre leurs clients à ce sujet. Non seulement cela, mais ils ont la possibilité de défendre leurs clients par l'intermédiaire d'autres avocats, par le bureau du procureur du district et d'être en communication avec le bureau du procureur du district pour s'assurer que leurs victimes coopèrent pleinement avec l'accusation et qu'ils peuvent aider à la poursuite de l'affaire afin d'obtenir finalement une condamnation sur ces chefs d'accusation au nom de leurs clients. Et encore, tout dommage financier auquel ils auraient droit suite au préjudice physique de l'incident. J'ignore le métier précis de Kristen Hogan, mais je sais qu'elle a travaillé pour une organisation à but non lucratif. Elle dépose 100 000 $ en espèces, une somme importante alors qu'elle fait face à ces accusations. Les avocats qu'elle avait aujourd'hui semblaient tous les deux être des avocats de haut niveau et ils semblent être associés dans leur cabinet d'avocats. Elle avait les deux avec elle au tribunal. Quand il s'agit, je veux dire, même d'une affaire où il semble que l'accusation ait beaucoup de preuves, qu'est-ce qu'un avocat de haut niveau, quelqu'un comme vous, je veux dire un avocat de la défense de premier plan, apporte de plus, sans dire qu'un avocat commis d'office ne pourrait pas le faire, mais qu'est-ce qu'on obtient à ce niveau supérieur auquel l'accusation devrait se préparer? Eh bien, ce que vous allez obtenir, c'est un avocat qui va prêter une attention très particulière et vous allez vraiment avoir un vrai pitbull. Et je ne veux pas dire, pour rebondir sur ce que vous disiez, que les avocats commis d'office ne sont pas comme ça, mais au final, ils sont surchargés de travail et sous-payés. Et quand vous engagez un avocat privé comme moi ou comme ces avocats, vous payez pour l'attention portée à votre dossier, ce que tous les avocats devraient faire. Mais vous payez aussi pour, vous savez, notre expérience et notre capacité à vraiment contester et attaquer l'accusation lorsque nous pensons qu'il s'agit de fausses allégations. Ce n'est pas tout. Nous avons aussi des enquêteurs, ce qui n'est pas toujours le cas avec le bureau des avocats commis d'office. Vous bénéficiez d'un vrai soutien en tant que client. Souvent, nos clients deviennent comme de la famille. Nous travaillons sans relâche, jour et nuit, même les week-ends, pour pouvoir défendre nos clients et les placer dans la meilleure position possible. Nous avons traité tant de dossiers complexes que nous offrons une expérience unique, souvent inégalée par d'autres avocats. Donc, je pense que, vous savez, sa décision d'engager ces avocats en particulier, encore une fois, ce sont des avocats très en vue et très chers, compte tenu de la somme qu'elle a pu verser pour la caution et de qui sont ses avocats. Il y a probablement quelqu'un derrière tout ça qui a un bon soutien financier pour pouvoir lui fournir cette aide. Et ces personnes seront capables de plaider efficacement en sa faveur. Oui, on verra. Certaines de leurs requêtes ont été acceptées aujourd'hui. Elle sera dans le Massachusetts. Elle va être libérée, vous savez, elle pourra être en liberté sous caution pendant qu'elle fait face à ces accusations. Et c'est aussi une grande victoire à ce stade parce que la plupart des juges ne veulent pas que ces personnes soient libérées car ils craignent qu'elles ne récidivent pendant que leur affaire est en cours. Donc c'est déjà une victoire que nous voyons de la part de ces avocats. Et je peux vous dire ceci, si elle avait été représentée par le bureau de l'avocat commis d'office, elle serait probablement encore en détention à ce stade en attendant son procès. Mais encore une fois, grâce à la compétence de certains de ces avocats, ils ont pu obtenir pour elle un ensemble de conditions de libération sous caution qui étaient suffisants et appropriés, suffisamment appropriés pour qu'elle puisse rentrer chez elle, rester hors de l'État avec sa famille et revenir quand cela est nécessaire.
Encore une fois, je ne connais pas sa situation financière, mais vu l'argent avancé et ses avocats, je suppose qu'il y a de l'argent quelque part. Un juge tient-il compte de la situation financière pour fixer une caution? J'imagine que parfois, comme dans une histoire que j'ai couverte au Texas cette semaine, la caution atteignait 14 millions de dollars. Il n'y a aucun moyen que cette personne puisse jamais payer cela. Dans le Connecticut, c'est 1 million de dollars. Beaucoup d'entre nous ne pourraient pas, dans sa situation, payer cela. Mais il est clair qu'elle en a les moyens financiers. Un juge pourrait-il fixer à l'avance un montant si élevé qu'il faudrait de gros efforts pour être libéré? Chaque État a ses propres lois sur la caution, mais cela ne devrait pas influencer les juges. Vous devriez vraiment examiner l'affaire, vous savez, dans la mesure où il s'agit d'une infraction qui justifie une caution. Et si c'est le cas, quel est le montant raisonnable de la caution qui garantira le retour du prévenu au tribunal? Il ne faut pas fixer une caution si élevée que personne ne puisse la payer et reste en détention, surtout si la personne est innocente. Et nous avons vu des personnes qui se sont fait du mal et se sont suicidées parce qu'elles n'ont pas pu sortir de ce système très difficile, vous savez, de poursuites en attente, de détention à, par exemple, Rikers Island et dans d'autres établissements similaires. Les juges ne devraient pas tenir compte de la situation financière d'une personne, mais se concentrer sur les faits pertinents de la procédure. Mais est-ce que les juges le font absolument? Oui, donc elle reste pour l'instant dans le Massachusetts. En attendant, nous verrons ensuite. Safa Robinson-Ferrer, merci d'être avec nous sur Law and Crime. Merci de m'avoir invité. C'est tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.